Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Question Éco. Au menu ce soir, liste de paradis fiscaux et filières avicoles en difficulté. Tout d'abord, le maintien du Maroc dans la liste grise des paradis fiscaux de l'UE jusqu'à la prochaine réunion de l'OCDE. Le projet de loi portant sur la réforme de Casablanca Finance City a pourtant été adopté 5 jours avant la réunion du Conseil des affaires économiques et financières ECOFIN où, justement, devait se décider le sort du Maroc. C'était mardi dernier. Et pour nous expliquer la situation et ses détails, Abdelkader Bokhris, membre du conseil d'administration de la CGEM, expert comptable et commissaire aux comptes, sera donc avec nous. En seconde partie, arrêt sur un secteur qui a été impacté par l'arrêt des activités de restauration ou encore hôtelière, le secteur avicole. Pourquoi cette filière est-elle encore en difficulté après le déconfinement? Quel impact sur le consommateur et comment les professionnels envisagent de sortir de cette situation? Le président de la FISA, la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, Youssef Alaoui, répondra à nos questions. Bienvenue à tous. Après avoir entamé une réorganisation de la place financière Casablanca Finance City, le Maroc attend d'être retiré de la liste grise de l'UE, celle des régimes fiscaux jugés dommageables. Aux dernières nouvelles, ce retrait sera prévu très prochainement. Un retard de décision dû à la crise sanitaire qui ralentit les pourparlers sur la question. Les détails dans ce papier de Ala Benani. Un simple report de calendrier. Réuni le 6 octobre, le Conseil de l'Union européenne devait se prononcer sur le retrait de Casa Finance City de la liste grise de l'UE. Il attendait pour trancher l'évaluation de l'OCDE, initialement prévue en avril, mais celle-ci a été reportée au 17 octobre pour cause de Covid-19. Voilà donc la raison de ce contretemps. Pour faire pencher la balance de son côté, le Maroc a coché toutes les cases. La loi de finances 2020 a acté la refonte substantielle des régimes fiscaux incitatifs appliqués à l'export, et ce, à travers la requalification des zones franches en zones d'accélération industrielle, avec le relèvement du taux d'imposition pour les sociétés installées dans le pays. Le Maroc a aussi procédé à la suppression de l'exonération quinquennale de l'IS pour les exportateurs. Pour les sociétés exportatrices et celles ayant le statut Casablanca Finance City, le taux d'imposition a été relevé. Dernière action en date, la promulgation d'un décret-loi portant sur la réorganisation de CFC. D'après les analystes, le Maroc est aujourd'hui en conformité totale avec les standards fiscaux internationaux. La balle est donc dans le camp de l'Union européenne. Et avec nous depuis Casablanca, Abdelkader Bokhris, membre du conseil d'administration de la CGEM, expert comptable et commissaire aux comptes. Bonsoir Abdelkader Bokhris. Bonsoir Madame Hadja Hassan. Pour commencer peut-être... Très ravi d'être avec vous. Mais tout le plaisir est pour nous, merci beaucoup. Peut-être commencerons-nous avec un peu de pédagogie pour comprendre ce que signifie réellement cette liste grise des paradis fiscaux. La liste grise ou la liste noire, parce qu'il y a malheureusement aussi la liste noire. Vous savez qu'aujourd'hui, en tout cas aux dernières nouvelles, il y a 12 pays qui sont sur la liste noire et 10 pays qui sont encore sur la liste grise, dont le Maroc, dont la Turquie, dont la Thaïlande, donc des pays quand même assez importants qui comptent sur l'échiquier international économique. Et donc c'est quoi exactement cette liste grise? D'abord, c'est une liste grise qui est l'émanation de l'Union européenne et non pas de l'OCDE. Je reviendrai tout à l'heure sur l'implication entre l'OCDE et l'Union européenne. Mais c'est quoi la liste grise? La liste grise, c'est tout simplement un cadre qui a été mis en place en 2016 par l'Union européenne pour lui permettre tout simplement aux membres de l'Union européenne d'essayer d'avoir une meilleure clarté fiscale et une meilleure sécurité juridique par rapport aux autres pays hors Union européenne. Et donc, ce cadre, c'est d'abord de permettre à l'Union européenne d'identifier les pays qui n'ont pas les bonnes pratiques fiscales internationales et c'est un cadre qui permet à l'Union européenne d'essayer de lutter contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et surtout pour lui permettre de promouvoir un régime fiscal très juste. Alors, pourquoi l'OCDE rentre dans ce cadre? C'est que l'Union européenne se base sur certains critères
mis en place par l'OCDE, et notamment 2 critères qui sont en place par l'OCDE. C'est d'abord le critère de la concurrence fiscale loyale, et le deuxième critère, c'est le critère de la mise en œuvre ou de la mise en place d'un cadre inclusif du BEPS, et qui nous a porté, je dirais, préjudice pendant quelque temps. Donc, vous voyez bien que cette notion de liste, c'est une notion qui est tout simplement mise en place par l'Union européenne pour préserver ses intérêts économiques. Et au-delà de ça, cette notion de liste grise, si vous permettez, c'est un outil qui a été mis en place de dernier ressort. Quand on regarde toute la littérature au niveau de l'Union européenne, on nous dit que c'est un outil de dernier ressort, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un pays dans une liste noire ou une liste grise sans avoir épuisé toutes les tentatives de dialogue pour l'amener à avoir des engagements pour mettre en conformité son régime fiscal. Donc, quelque part, ce n'était pas très fair-play de la part de l'Union européenne, parce que ce cadre a été mis en 2016 et tout de suite en 2017, donc moins d'un an, on a mis en place, je dirais, ces listes. Donc ça veut dire qu'on n'a pas laissé le temps aux pays, on n'a pas suffisamment dialogué avec les pays pour leur permettre de faire ce qu'il faut faire. Alors justement, vous avez cité quelques pays dans cette liste grise, dont la Turquie. Il y a aussi les îles Caïmans et le retrait des îles Caïmans de cette liste noire des paradis fiscaux. Un commentaire, Abdelkader Bouchrez, par rapport à cette décision? Sincèrement, ça ne mérite pas de commentaire, parce que ça rejoint ce qui a été dit par ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une optique, dans l'objectif initial qui a été mis en place, comme je l'ai rappelé, pour aller chercher des bonnes pratiques fiscales internationales. C'est qu'on est rentré dans des considérations probablement qui sont autres, et je pense pas que le Maroc on puisse le mettre sur le même pied d'égalité. Je n'ai pas cité la Sainte-Lucia, donc un petit pays dans lequel il est sur la liste grise. Au même titre que le Maroc. Je vais pas dévaloriser certains pays, mais je pense que le Maroc, vous savez, le Maroc d'abord il a montré un engagement pour lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale depuis 2011, puisqu'il a adhéré en 2011 au Forum mondial qui lutte, je dirais, contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Entre-temps, le Maroc, quand il a reçu sa première lettre en juin 2017, puisque le forum, l'histoire, comme j'ai dit, le cadre des listes grises a été mis en 2016, et exactement, je crois, le 12 juin 2017, de mémoire, le Maroc a reçu un courrier du groupe de code de conduite, donc qui a soi-disant identifié quelques pratiques ou quelques références, quelques incitations fiscales dommageables. Et je pense que depuis 2017, le Maroc n'est pas resté les bras croisés. Il a fait un chemin qui est quand même assez positif, et je pense qu'on n'a pas à rougir, puisque nous avons supprimé beaucoup de régimes fiscaux, effectivement, qui semblaient dommageables, notamment on a supprimé le régime fiscal des centres de coordination, nous avons supprimé le régime fiscal des banques offshore, nous avons supprimé le régime fiscal des sociétés holding offshore, nous avons supprimé quelque chose de très important, c'est le régime fiscal des exportateurs, l'incitation aux exportateurs marocains qui était pendant des décennies mise en place pour faciliter l'exportation du Maroc. Et le Maroc, malgré tout ça, il a aussi ratifié la convention multilatérale je dirais, d'assistance administrative mutuelle avant le 31 décembre 2019. Et il a, plus que ça, envoyé un engagement, une lettre ferme, avec des engagements fermes, pour l'adhésion au fameux cadre inclusif de l'OCDE. Donc vous voyez que le Maroc, en bon élève, je pense qu'il ne pouvait pas faire plus que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et puis vous avez, dans votre reportage, vous avez parlé du décret-loi récemment, la semaine dernière. Voilà, fin septembre, sur la place financière Casa Finance City. Est-ce que justement, puisque vous parlez de Casa Finance City, est-ce que vous pensez que si, selon les dernières rumeurs, ce serait juste une question de report de calendrier, que la prochaine réunion, peut-être qui devrait se tenir le 17 octobre, devrait trancher sur cette question, mais selon vous, le fait que le Maroc et CFC soient dans cette liste grise des paradis fiscaux,
niveau de l'UE. Est-ce que vous pensez que ça aurait un impact sur l'attractivité de ce hub financier que l'on veut propulser, bien sûr, en tête des hubs financiers africains et dans la région de manière beaucoup plus globale? Bien évidemment, je parlerai de l'impact du maintien du Maroc sur la liste grise, mais permettez-moi de rappeler juste, je dirais aux téléspectateurs, que d'abord, il y avait un problème d'agenda. C'est que le Maroc a répondu favorablement à l'ensemble des observations qui avaient été faites par l'Union européenne et par l'OCDE. La seule chose, c'est qu'il y avait un agenda. Il y avait l'agenda de l'Union européenne et l'agenda de l'OCDE. Sauf que, comme je vous l'ai dit au départ, l'Union européenne se base sur les critères d'évaluation de l'OCDE. Mais comme l'Union européenne a tenu sa réunion, l'ECOFIN que vous avez évoqué a tenu sa réunion le 6 octobre, alors que l'OCDE tenait sa réunion le 18 octobre. Et donc forcément, l'Union européenne a considéré que n'ayant pas eu un courrier officiel ou un avis favorable de l'OCDE, donc elle ne pouvait pas statuer sur la position du Maroc et les engagements du Maroc. Et malheureusement, cette réunion du 6 octobre d'ECOFIN a été clôturée, je dirais, de telle, et la prochaine réunion d'ECOFIN, ça sera probablement vers février 2021. Donc ça veut dire que le Maroc resterait, je dirais, maintenu sur la liste grise jusqu'à février 2021, alors que le 18 octobre, l'OCDE donnera un avis favorable, et je suis très confiant puisque j'ai échangé avec un certain nombre de responsables et qui ont contribué aux échanges et qui ont participé aux échanges avec l'OCDE, et je pense que le Maroc aurait un avis favorable. Maintenant, quant à l'impact, oui, il y aura un impact. Il y a pas de... Tant que vous êtes sur cette liste grise, ben forcément, qu'est-ce que je dirais, ça jette un froid. Ça jette un froid sur les investisseurs. Le Maroc est un pays qui cherche une attractivité de l'investissement direct étranger. Et donc forcément, voilà, et forcément à partir du moment où vous êtes sur cette liste grise, ça peut jeter parce que vous savez, beaucoup d'institutions financières, beaucoup d'organismes financiers regardent cette notion de liste grise comme étant le passage à la liste noire. Je pense que ce n'est pas nécessaire de rappeler que nos voisins tunisiens, en 2017, ils étaient sur la liste noire. Et donc, on les a remis sur la liste grise. Donc, ça veut dire que quelque part, les investisseurs sont très attentifs à ce classement qui ne repose sur aucun critère économique ni financier, parce que c'est tout simplement les bonnes pratiques. Et permettez-moi de rappeler aussi que le décret-loi qui a été adopté par le gouvernement en urgence, justement pour répondre à l'Union européenne sur la place Casa Finance City, c'était justement pour essayer de renforcer l'attractivité de CFC, et surtout, ce décret-loi, c'était aussi pour avoir un meilleur alignement sur les bonnes pratiques internationales. Non, pas forcément que fiscales, c'est les bonnes pratiques sur le choix, sur les critères qui vont être mis en place pour l'obtention du statut de Casa Finance City. Voilà, vous savez que sur ce texte, on a été jusqu'à définir l'honorabilité des dirigeants, parce que c'est très important, et le Maroc tient à ce que son image de marque soit préservée, tient à ce que les opérateurs qui viennent faire du business au Maroc soient tranquilles et travaillent en toute confiance. Donc ce texte, ce décret-loi qui a été mis en place, c'était surtout pour rassurer l'Union européenne, rassurer l'OCDE, pour lui dire que nous sommes alignés sur les bonnes pratiques internationales. Et sincèrement, ce n'est pas très fair-play de la part de l'Union européenne de nous laisser, je dirais, sur cette liste. Mais je pense que le Maroc dépassera tout ça dans quelques temps. Dans quelques temps, à la prochaine réunion. Merci beaucoup, Abdelkader Boukhris, membre du conseil d'administration de la CGEM, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci à vous. Merci, à bientôt. Passons à présent à la seconde partie de Questions Éco. Et la pandémie a paralysé la plupart de l'activité économique au Maroc et a eu des répercussions sans précédent sur le secteur avicole. Ce dernier a connu en effet une hausse subite des prix de ses produits, une situation qui a déplu aux consommateurs marocains. Du coup, les professionnels s'expliquent. C'est un papier signé à la Penani. Pendant plus de 7 mois de confinement, les vendeurs de viande blanche se sont fait plumer par la pandémie. Pas de restaurant, pas d'hôtel, pas de souk hebdomadaire, pas de cérémonie de mariage et aucun événement pour mettre le poulet au menu. Une situation qui a occasionné, d'après les professionnels du secteur,
4 milliards de dirhams de pertes. Une asphyxie qui atteint principalement les éleveurs qui ont dû réduire leur production ou carrément l'arrêter. La baisse de la demande sur la volaille est estimée à plus de 40%, entraînant ainsi une chute vertigineuse des prix de vente à la ferme de près de 12 dirhams le kilo vif à environ la moitié. Afin d'éviter la faillite, les éleveurs ont été contraints de remonter leurs prix qui atteignent aujourd'hui près de 13 dirhams le kilo et provoquent la grogne des consommateurs. Et avec nous pour commenter tout cela depuis Bouznerqa, Youssef Alaoui, président de la FISA, la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole. Bonsoir Youssef Alaoui. Bonsoir. La situation du secteur avicole est-elle toujours difficile après justement la reprise de l'activité, notamment dans la restauration ? Alors très clairement, votre reportage l'a bien explicité. Les 6 premiers mois de la crise du corona, de mars à mi-septembre, ça a été une catastrophe pour le secteur. Effectivement, la fermeture de toute la restauration collective, des hôtels, des restaurants, plus de mariages, plus de fêtes, les traiteurs qui ne travaillent plus, a connu donc une chute de la demande auquel on ne s'attendait pas, comme tous les secteurs. Ce qui a fait chuter, nous sommes sur un prix de revient de 12 dirhams au kilo. Nous avons donc vendu à des prix de 5 à 6 à 7 dirhams pendant longtemps, pendant 6 mois. C'est ajouté la fête d'Eid al-Adha. Vous savez, la consommation donc va plutôt vers la viande ovine et donc encore moins de consommateurs, et là ça a été l'hécatombe dans le secteur et effectivement beaucoup de gens ont arrêté et je peux comprendre et je le comprends, je comprends les consommateurs qui s'interrogent sur cette soudaine augmentation des prix sur une durée de 3 semaines, mais vous savez, moi j'ai ma casquette disons d'interprofession avicole et je leur demande de prendre en compte la situation de l'éleveur qui pendant 6 mois a subventionné le prix de vente du poulet de près de la moitié, de près de 50%. Et il est tout à fait normal qu'il y a plein d'éleveurs qui ont arrêté de produire, des gens qui ont diminué leur production, des situations sincèrement pas faciles, des situations personnelles pour les éleveurs pas faciles. Et à partir de là, donc l'offre effectivement a diminué et donc les prix sont autour de 13 et 15 dirhams. Vous savez, moi je m'attendais à beaucoup plus que ça. Les prix sont-ils repartis à la baisse justement, Youssef Alaoui ? Est-ce que les prix aujourd'hui sont repartis après cette hausse subite que l'on a connue il y a quelques semaines maintenant ? Non, il se stabilise autour de 14-15 dirhams. Il faut être très clair. Il se stabilise autour de 14-15 dirhams pour un prix de revient de 12. Bien entendu, après, il y a les marges d'intermédiaires, ça c'est autre chose. Mais il se stabilise. Et vous savez, ce n'est pas 3 semaines de prix à 14 dirhams qui vont rattraper les pertes colossales qu'ont subies les éleveurs sur 6 mois. Vous pensez bien que ce n'est pas le cas. Donc, écoutez, je pense que le consommateur a été content pendant les premiers mois du confinement d'avoir du poulet, je peux le dire, quasiment subventionné par l'éleveur. Bon, maintenant, on est sur une tendance de 14-15, on reviendra vers du 13 dirhams, je pense, très prochainement. Parce que nous avons contacté des associations de protection du consommateur qui nous ont mis plutôt sur une fourchette entre 17 et 18 dirhams le kilo. Alors, je voulais préciser tout à l'heure, moi je parle de prix départ ferme, d'accord ? Effectivement, après il y a les marges d'intermédiaires, c'est clair, oui, il peut même y avoir plus, mais ça nous ne maîtrisons pas le circuit de distribution, et c'est malheureux, et c'est d'ailleurs... Pourquoi ? Justement, pourquoi ? Parce que ça se répercute finalement sur le Marocain, sur le consommateur et le citoyen. Je crois que vous avez touché là où le bas blesse. Effectivement, la distribution reste le maillon faible de notre secteur. Nous avons demandé une mise à niveau de ce qu'on appelle les abattoirs proximité, effectivement, pour lequel une convention a été signée entre l'ensemble des ministères de l'agriculture, de l'intérieur, de l'industrie, pour une mise à niveau avec une subvention de 30 000 dirhams. Ça tarde à se mettre en place. Il y avait le déménagement, un point noir que nous avons dans la ville de Casablanca, c'est le marché de gros aux volailles, que vous connaissez à côté de Roche-Noire. La convention, effectivement, est signée, les fonds sont prêts. Le terrain est identifié à côté du centre de formation d'Ielna, à la sortie de Casablanca. Il faut passer à l'œuvre, Mais qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi c'est en stand-by ? Les professionnels sont prêts. Moi, je demande aux autorités locales et nationales, lorsqu'on signe des conventions, de les mettre en œuvre. Le marché de Casablanca doit être déplacé et pour les citoyens et pour les éleveurs. Il est impensable qu'il reste là où il est. Le terrain est identifié, la convention signée, il faut mettre en œuvre la convention. Voilà, aussi simple que ça. Les riachettes, les abattoirs de proximité, c'est des points de vente qui existent, il faut les mettre à niveau. Vous parlez des points de vente, de l'abattage traditionnel, n'est-ce pas ? Parce que ça reste aussi un point noir pour la filière. Qu'il faut mettre aussi à niveau. Il faut aussi que la circulaire qui effectivement oblige la restauration collective à passer par les abattoirs industriels soit mise en œuvre. Vous savez, on a une loi, on a un arsenal, tout est fait. Les opérateurs sont prêts. Tout le monde veut y aller.
Alors allons-y, c'est l'occasion pendant cette crise de mettre en route ce qu'on a décidé. On ne peut pas rester là où le bas blesse, qui est la commercialisation, qui est la partie visible. Vous savez, nous avons de très belles fermes, de très belles usines, de très beaux couvoirs, de très beaux unités d'abattage. Et lorsqu'on arrive à la partie commercialisation, malheureusement, le consommateur, on le voit, certaines associations de consommateurs se plaignent de la manière dont est commercialisé le poulet, et je les comprends. Alors mettons en œuvre ce qu'il faut pour mettre à niveau la distribution. Les textes sont là, tout est prêt. Les financements sont prêts. Mettons en œuvre et profitons de cette crise du Covid-19 pour mettre les choses en œuvre. Très bien. Et beaucoup de choses se sont mises en œuvre justement dans l'urgence et ça marche finalement. Alors parlons avenir et parlons avenir post-Covid bien sûr ou l'avenir tout court de cette filière. Quid de la transformation de la matière première et des débouchés à l'export? Alors là aussi, effectivement, la transformation de la matière première, ça passera nécessairement par ce qu'on appelle les abattoirs industriels. Comme dans le monde entier, l'offre et la demande sont régulées par la demande des abattoirs industriels. Et c'est ça vers lequel on doit arriver. Et d'ailleurs, nous avons entamé donc une étude stratégique dans ce sens-là. Mais les choses sont connues. Maintenant, vous savez, les abattoirs sont là. Les abattoirs industriels sont là. Ils ne tournent même pas 30%, même pas 20% de leur capacité. C'est pas normal. Lorsque le Maroc est appelé à accueillir des événements internationaux, il faut que ce soit les abattoirs industriels qui distribuent de la volaille. Sur la partie export, vous avez parfaitement raison. Vous savez, il y a 10 ans, si on avait pensé que le Maroc, dans l'état où était son secteur, aurait pu passer à l'export, eh bien, nous sommes passés à l'export, mieux que ça. Et je m'en félicite, nous avons certains opérateurs qui ont investi en Afrique. C'est-à-dire qu'ils se sont investis en Afrique, sur le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, voilà, et Côte d'Ivoire. Et donc, nous nous félicitons de la maturité de cette filière. Maintenant, vous savez, l'export, ça se travaille. On ne peut pas venir s'improviser opérateur, exportateur pendant la crise du Covid. D'accord? Mais c'est un marché qui, il y a 10 ans, paraissait utopique. Non, je pense que le marché est là. Le Maroc a beaucoup de dispositions. Nous avons un centre de formation qui est formidable, qui en 3 ans formé près de 15, il y a eu 15 000 journées de formation. Et une grande partie, vous savez que c'est devenu un hub pour la formation avicole et même pour les filières viande et lait. Pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous-mêmes, nous sommes signataires de plusieurs conventions avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, et nous recevons toutes ces délégations formation. Il faut savoir que pendant le confinement, malheureusement ou heureusement, nous avons donc eu 43 stagiaires africains qui sont restés coincés. Eh bien, nous avons profité de ces 3 mois sur lesquels nous avons effectivement encore mieux amélioré les formations, bien entendu, et je me félicite avec aucun cas déclaré de Covid sur le centre de formation, jusqu'à leur départ en avion. Et alhamdoulilah, c'est devenu un hub de formation. Et qui dit formation, dit mise en relation entre opérateurs, dit que nos prochains, nos amis d'Afrique, de ces pays-là, lorsqu'ils vont vouloir acheter, importer, vont naturellement aller vers le pays qu'ils ont formé, qui est le Maroc. Donc il y a un potentiel. Reste, je demande à Anna d'activer les choses. Alors, nous sommes prêts, les professionnels sont prêts, nous avons une très belle filière. Maintenant, mettons en œuvre tout ce qui doit mettre en œuvre. Nous sommes prêts. Vous avez évoqué tout à l'heure ces circuits d'abattage, ou en tout cas la question essentielle est celle d'avoir des unités industrielles. Vous faites quoi du coup des autres traditionnels? Alors nous les maintenons, nous le disons, nous n'appelons pas à leur disparition. C'est 15 000, ils sont 15 000. C'est 15 000 points de vente. C'est une force de distribution formidable qui est proche des quartiers. Vous savez, les grandes et moyennes surfaces ne sont pas disponibles sur toutes les villes ni dans tous les quartiers. Ces points de vente doivent être maintenus, mais dans les normes. Et c'est pour ça que nous avons une convention qui a été signée entre le ministère de l'Agriculture, l'Intérieur, l'industrie et nous-mêmes, qui donnait une enveloppe financière, parce que c'est pas grand-chose qu'il faut pour réhabiliter ces points de vente, les mettre aux normes. Il suffit d'avoir de l'eau courante, d'avoir du carrelage pour pouvoir laver le local, le désinfecter, que le personnel subisse un contrôle médical une fois par an. C'est pas grand-chose, et ça pourrait être des formidables points de vente pour la ménagère. Il faut se rapprocher de la ménagère. Bien entendu, tout ce qui est hôtellerie et restauration ont l'obligation de s'approvisionner auprès des abattoirs industriels, mais pour la ménagère, et pour le secteur, ces 15 000 points de vente sont une force de vente formidable. Il faut les mettre à niveau. Tout est prêt pour les mettre à niveau. Mais cette filière avicole, Youssef Alaoui, reste quand même très vulnérable face aux facteurs externes, sans citer la Covid-19, n'est-ce pas? Que faites-vous pour minimiser l'impact, 1, sur le producteur, et 2, bien sûr, sur le consommateur? Alors, c'est pertinent ce que vous avez dit. Effectivement, c'est une filière assez fragile. Lorsqu'on regarde, vous savez, nous, le Covid-19,
on a l'habitude de travailler dans les mêmes conditions que Covid-19. Vous savez, dans les abattoirs, nous avons la marche en avant. Dans nos fermes, nous avons la notion de vous ne pouvez pas rentrer dans une ferme en véhicule ou à pied sans désinfecter. Nous avons le confinement, c'est-à-dire que les ouvriers restent pendant la durée d'élevage. Nous avons les vides sanitaires. Donc nous avons l'habitude de travailler. Et alhamdoulilah, comme vous l'avez vu pendant la période de confinement, nous n'avons pas arrêté de livrer du poulet. Et il n'y a pas eu ce qu'on appelle, et je n'aime pas ce terme-là, de cluster. Vous n'avez pas entendu parler de cluster dans les fermes d'élevage, dans nos unités, parce que nous avons l'habitude de travailler dans des conditions sanitaires. Et c'est ça que je veux dire. Nous travaillons dans des conditions sanitaires très, très propres. Malheureusement, c'est la partie distribution qui paraît ne pas être au niveau. Donc nous sommes parés à ça. Nous avons connu la grippe aviaire, faiblement pathogène, vous l'avez connu. Donc on a l'habitude de travailler dans ces conditions-là. Maintenant, le problème principal de notre secteur, c'est que ces fluctuations de prix, comme vous dites, passer de 7 dirhams à 15 dirhams, mais tout doit être régulé par ce qu'on offre aux consommateurs. On doit passer par la chaîne de l'abattage industriel, mettre à niveau la distribution. C'est la distribution qui va nous permettre de réguler ces prix-là et d'arrêter de passer par ces variations de prix que nous connaissons. Merci beaucoup, Youssef Alaoui, président de la FISA, la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous. Voilà pour Question Écho d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour une nouvelle émission Question Écho sur Médien TV. Merci à tous de votre fidélité.